L'art de manipuler ou comment ne pas être manipulé de Pierre Reynaud. Chapitre 1er. On ne peut pas manipuler. Petit 1. Les définitions de la manipulation. Au cours de l'année écoulée, il m'est arrivé toute une série d'événements dont je ne suis pas particulièrement fier. Laissez-moi vous raconter, du moins, la partie décente de mon histoire. Un vendeur d'assurance a sonné un soir à ma porte et m'a fait signer un contrat spécialement étudié pour moi dont je n'avais pas vraiment besoin. Et je l'ai remercié quand il est parti. Mon marchand de vin préféré m'a vendu une caisse de Bourgogne à 300 francs la bouteille, alors que j'aime tout autant les petits vins à 50 francs. Ma femme favorite m'a emmené en vacances au bord de la mer, alors que j'ai rêvé de montagne depuis 2 ans. De plus, nous allons régulièrement au restaurant de poissons les soirs, où je salive d'avance à l'idée d'une bonne grosse viande rouge. Mon principal client a réussi à me faire travailler plus de 10 jours sans que j'éprouve le besoin de le facturer. Un inconnu m'a abordé à la terrasse d'un bistrot en m'expliquant en quoi sa situation nécessitait un geste de ma part. Il m'a donné son adresse, sûrement fausse, pour me montrer qu'il avait confiance en moi. Sans doute, quand je lui ai donné un billet de 100 francs, une jolie petite brune exotique a réussi à visiter tout Paris sous ma conduite pendant 1 semaine, en échange de quelques dîners aux chandelles que je lui ai offerts en guise de pourboire. Mais il ne faut pas croire que, comme le dit de lui-même Robert Cialdini dans la préface de son livre « Influence et manipulation », je suis le parfait gogo. Non, je ne suis pas très fier de m'être si souvent fait gruger, mais je n'en suis pas non plus honteux. Je pense être sur ce plan dans la moyenne d'une niaiserie de mes contemporains. Bon, d'accord, je suis manipulé. Mais peut-être faut-il aussi que je comptabilise toutes les petites et grandes manipulations que j'ai tentées auprès de mes amis en utilisant les mêmes procédés. Une chose est sûre, si l'on posait à toutes les personnes qui m'ont manipulé cette année la question simple en apparence, êtes-vous un manipulateur? Le cœur effarouché des vertus répondrait sûrement pas. Premier constat, tout le monde, ou presque, manipule tout le temps, ou presque. Deuxième constat, tout le monde, ou presque, dit que manipuler, ce n'est pas bien. Troisième constat, les 2 premiers constats sont en désaccord. Le premier décrit ce qui se passe réellement, alors que le second nous parle de l'opinion qu'il convient d'avoir sur ce qui se passe. À partir de là, 2 voies d'action s'offrent à nous. La voie la plus fréquentée par nos contemporains consiste à s'accommoder du désaccord entre ce qui devrait être et ce qui est. C'est adopter là une position inconfortable qui nous oblige à prévoir des écluses mentales, servant à vider le trop-plein d'écart entre ce que l'on fait et ce que l'on aurait dû faire. Quelques exemples d'écluses mentales. La confession dans la religion chrétienne, l'aveu dans notre vie quotidienne. Je sais, ce que je fais, ce n'est pas bien, mais... Ou l'autocritique publique dans certaines sociétés dites autoritaires. Pour se mettre en règle avec soi-même, il est possible aussi, ne désirant pas remettre en cause le comportement, demeurant bien confortable, de changer les mots qui le désignent. On ne dit plus manipulation, mais séduction, attirance, argumentation, art de convaincre. Il est aussi une technique consistant à ne jamais prononcer le mot pour laisser croire que la chose n'existe pas. C'est probablement la solution
adopté par le petit Robert qui n'évoque pas la manipulation dans le sens manipulation des individus. Il est encore un autre procédé fort, courant, consistant à faire croire, et peut-être finir par croire soi-même, que la manipulation, ça n'arrive qu'aux autres. Moi, monsieur, je cherche seulement à convaincre, à séduire, mais vous manipulez. La deuxième voie, dans ces constats contradictoires, est de négliger la contradiction elle-même et de ne tenir compte que de ce qui se fait réellement. Il ne nous reste plus alors qu'une solution, apprendre les techniques de la manipulation. Cela nous donnera une force nouvelle contre ceux qui nous manipulent tous les jours. On saura reconnaître leur approche, on entendra venir de loin leurs lourds sabots ou leurs bottines légères, et l'on aura le temps soit de se garer, soit d'élaborer une stratégie de combat. Un des chemins pour rendre nos contemporains un peu plus intelligents et libres de choisir leurs croyances, c'est peut-être à leur apprendre à mieux manipuler eux-mêmes. Notre thèse et notre objectif sont simples. Il ne s'agit pas de lutter contre la manipulation, entre virgules, d'autres s'en chargent avec une redoutable inefficacité, mais de la divulguer au plus grand nombre. Étant évident pour nous que la plupart des gens manipulent déjà, soit sans le savoir, toujours eux-mêmes, soit de façon malhabile. Non seulement on manipule toujours, mais il est impossible de ne pas manipuler. Toute personne en relation avec d'autres a besoin que celle-ci ait des comportements qui lui soient favorables. Et toute personne, en un temps soit peu intelligente, s'aperçoit vite que la meilleure façon d'obtenir une faveur d'autrui n'est pas toujours de la lui demander, même gentiment. Alors, que lui reste-t-il comme solution? La contrainte? Pas très jolie. L'argumentation? Pas toujours efficace. Comme nous le verrons plus loin, il ne reste plus que des approches en biais, entre guillemets, par derrière, de côté, par en dessous. C'est ainsi que la plupart de nos contemporains passent son temps à faire tous les jours ce qu'elle dit condamner. D'où l'obligation d'hypocrisie. Et en la matière, nous sommes passés experts. On dira, oui, j'ai été obligé de manipuler, mais c'est pour le bien de l'autre. Ou, c'était plus fort que moi, ou encore, c'est un cas de vie ou de mort, de légitime défense, c'est lui qui a commencé. De toute façon, je ne recommencerai pas. Entre parenthèses, un serment de manipulateur. En fait, il en existe de sortes, selon qu'il accepte ou non de voir le mot associé à certaines de leurs actions. Les manipulateurs honteux et les manipulateurs heureux. Le manipulateur honteux est un hypocrite qui change d'étiquette du produit qu'il vend. Le manipulateur heureux est content d'exercer ses talents. La différence est considérable. Le manipulateur honteux ne sait manier que des concepts abstraits. Le manipulateur heureux manie des processus à son profit et au profit de ceux qu'il aime. Les manipulateurs heureux sont minoritaires, malheureusement. Et c'est pour cette minorité-là que ce livre est écrit. Peu nombreux sont les auteurs, philosophes, enseignants ou hommes ordinaires qui se sont penchés sur la manipulation de façon scientifique, comme un ensemble de procédés courants. Peu nombreux sont les auteurs qui ont étudié la manipulation sans porter d'anathème au nom de la morale. Citons-en quelques-uns, car entre minoritaires, il faut s'entraider. Joule et Beauvais, par exemple, deux universitaires français ont écrit le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et que dit-il en conclusion? Soyons clairs, tout le monde, vous, moi, chacun des auditeurs qui nous écoutent, tous,
nous sommes des manipulateurs en puissance. Qui d'entre nous n'a jamais essayé d'obtenir quelque chose d'autrui, disons par des moyens indirects? Page 218. Plus radical, Antoine Malarewicz, dans Guide du voyageur perdu dans le dédale des relations humaines, assimile manipulation et influence et montre, en bon disciple de l'école de Palo Alto, en quoi le fait même d'être en face à l'autre, simplement présent, ne peut que l'influencer. Toute communication correspond à une forme de manipulation car aucune information n'existe en tant que telle. Il n'existe pas de communication qui puisse prétendre à la neutralité. On ne peut éviter de chercher à persuader l'autre d'adopter en tout ou partie sa propre vision de tel ou tel fait. Il importe d'abandonner la vision naïve qui consiste à affirmer que communiquer ne révèle pas de ces techniques de manipulation et qu'il suffit de montrer sa bonne volonté pour s'entendre. Ces techniques sont basées, tout au contraire, sur des compétences qui s'acquièrent et se développent. Nous avons bien lu, être sincère n'est pas la meilleure solution pour communiquer avec efficacité. La manipulation peut s'étudier à partir du point de vue de l'objectif qu'elle poursuit. L'objectif d'une série de manipulations peut très bien être honorable pour celui qui la pratique. Quand par exemple, elle a eu lieu dans l'intérêt de l'autre. Ainsi, la thérapie, dite entre guillemets stratégique, de l'école de Palo Alto est-elle éminemment manipulatrice dans l'intérêt du patient. D'expérience, nous nous attendons à être accusés de manipulation et d'insécurité pour notre façon, tant pratique que conceptuelle, d'aborder les problèmes humains. La sincérité est devenue depuis peu un slogan qui n'est pas dépourvu d'hypocrisie et qu'on s'associe confusément à l'idée qu'il existe une vue juste du monde, en général, sa propre vue. Cette notion de sincérité semble aussi laisser entendre que la manipulation est non seulement répréhensible, mais évitable. Malheureusement, personne n'a jamais pu expliquer comment s'y prendre pour l'éviter. L'analyste qui reste silencieusement assis derrière son patient allongé, ou le thérapeute non directrice qui ne fait que répéter les paroles de son patient, exerce une influence colossale du seul fait de cette attitude, d'autant plus qu'on la définit comme n'exerçant aucune influence. Le problème n'est donc pas d'éviter l'influence et la manipulation, mais de les comprendre mieux et de les utiliser dans l'intérêt du patient. Ou encore, dans un des derniers livres de Václavic, écrit en collaboration avec Giorgio Nardone, un thérapeute italien pratiquant les thérapies stratégiques, s'il est nécessaire d'user des stratégies manipulatoires ou de la confusion bénéfique, comme cela se produit pour beaucoup de cas décrits dans ce livre, nous persistons à dire que de telles tactiques sont totalement justifiées et absolument éthiques dans la mesure où le but est d'aider les patients à résoudre leurs problèmes le plus rapidement possible. La manipulation n'est pas évitable, sauf si l'on désire adopter des comportements suicidaires. La manipulation est un ensemble de techniques permettant d'arriver à ses fins. Elle n'est ni morale ni immorale. Seules les fins que l'on poursuit peuvent l'être. Depuis quand accuse-t-on le couteau d'être immoral? Même si c'est avec lui que j'ai pu tuer ma femme, c'est aussi grâce à lui que je découpe ma viande tous les jours. Si bien que, 3 petits points, sauf à être perçue comme telle, la manipulation satisfait tout le monde. Entre parenthèses, petit traité, page 12. Et puis, faut-il se préoccuper depuis longtemps des critiques contre la manipulation qui ne sont pas toujours elles-mêmes dépourvues de désir manipulateur? Faudra-t-il, jusqu'à la fin des temps, laisser le pouvoir
nous apprendre le parler correct. Laissons le mot à la fin, encore une fois, à Paul. Les accusations de manipulation ne proviennent pas souvent des psychiatres professionnels. Elles sont émises par des idéalistes qui, les yeux pleins d'étoiles, pensent que le but ultime est la sincérité totale ou l'ouverture totale. Si vous voulez que votre communication soit totale, elle deviendra au mieux totalitaire. Car s'il est vrai que nous sommes toujours avant tout ce que les autres pensent de nous, alors nous le serons toujours.